Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Burkina Faso, à son tour, suspendu par la CEDEAO, l'organisation sous-régionale exige la libération du président Roch Kaboré et devrait envoyer d'importantes missions à Ouagadougou. Cette suspension intervient après la première adresse à la nation du nouvel homme fort du pays. En Ukraine, les dirigeants tentent de calmer l'anxiété de la population. La menace russe plane toujours, même si les diplomates s'efforcent de désamorcer les tensions. La RDC offre de nombreux atouts touristiques, des atouts que les autorités s'efforcent de vendre. C'était le cas tout récemment au Salon international du tourisme en Espagne. Nous vous proposons dans ce journal un entretien de Marius Muhunga avec le ministre congolais du Tourisme. Dans cette édition, nous avons rendez-vous avec Yacouba Ouedraogo pour le journal de la CAN et surtout le portrait de l'homme le plus fort du monde, le Camerounais Francis Ngannou. Une fois encore, bonsoir. La CEDEAO a suspendu le Burkina Faso ce vendredi de toutes ses instances en réponse au coup de force de lundi à Ouagadougou. Elle va envoyer dans les prochains jours une mission au Burkina. Plus tôt ce jeudi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé à la nation. La lutte contre le terrorisme était le principal point de cette première sortie du nouvel homme fort. Des Burkinabés ont bien accueilli ce discours, mais estiment que le problème sécuritaire doit être vite réglé. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Alors que le lieutenant-colonel Damiba, le nouvel homme fort du pays, a appelé jeudi la communauté internationale à accompagner le Burkina afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise, la CEDEAO a suspendu le pays de l'organisation, sans autre sanction immédiate. Elle annonce une mission civile et militaire très prochainement à Ouagadougou et une nouvelle réunion des chefs d'État de la CEDEAO sur le Burkina, le 3 février à Accra. Jeudi soir, en tenue militaire, béret rouge, le nouvel homme fort est apparu à la télévision nationale pendant une dizaine de minutes. Le lieutenant-colonel Damiba rassure. Je vous donne la ferme assurance que notre engagement n'a aucunement pour but de rétablir un ordre quelconque, mais s'inspire de l'ensemble des exigences légitimes du peuple burkinabé. Le chef de la junte sait qu'il est attendu sur la lutte contre le terrorisme. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent. Dans les rues de Ouagadougou, ce discours est bien accueilli, mais les exigences restent les mêmes. Il s'est déjà intéressé aux djihadistes là. En tout cas, bon, pour le départ, on ne peut pas le juger dès maintenant. Mais je pense que son discours a été bien. Le colonel, tout le monde est content de lui. Tout le monde est satisfait. Mais en fait, il faut qu'il termine. Il a commencé, il faut qu'il termine. Il ne faut pas qu'il va commencer après relâcher. Il faut qu'il sauve le peuple. En tout cas, tout le monde est content. Tout le monde est ravi. Et ce que nous souhaitons seulement, qu'il puisse récupérer le pays. Il n'a qu'à pouvoir, il n'a qu'à grouiller récupérer le pays, c'est ça qui nous plaît. Sinon, rien n'étonne à quelqu'un. Hein. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Moi, je suis de l'Est. L'Est, là, moi, je connais tout ce qu'il y a. Actuellement, il n'y a pas de route, il n'y a rien. L'insécurité, c'est plein. On ne peut rien faire. Tu peux avoir même un décès, tu ne peux même plus rentrer chez toi. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a terminé son adresse à la nation en appelant à l'union des Burkinabés tout en reconnaissant que la tâche qui l'attend est immense. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La situation au Burkina Faso est suivie dans plusieurs pays du continent, y compris en Côte d'Ivoire. Comment la rue réagit-elle au coup de force des militaires burkinabés? Suivant ces réactions recueillies à Abidjan par Alain Amochi. La maison de ton frère brûle. Il faut te dire que pour toi aussi, un jour, ça peut. Je condamne ça. Mais c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vivent au Burkina, c'est qui ressentent encore que c'est bon pour eux.
Sinon, ce n'est pas normal de faire un coup d'État, faire sortir un président élu démocratiquement. La situation au Burkina est la même un peu partout dans la sous-région. Parce que, certes, il y a un problème sécuritaire, mais il y a aussi un problème constitutionnel. Vous voyez, généralement, dans la plupart des pays membres de la CEDEAO, parce que tant qu'une partie de la population se voit lésée, elle va se faire justice autrement. Et d'autres sont obligés de passer par les armes. Parce qu'en réalité, quand on regarde la revendication des militaires, que ce soit en Guinée, au Mali et au Burkina, c'est pratiquement la même chose. Le coup d'État, sincèrement, je n'ai pas apprécié. Mais le problème des djihadistes, c'est tellement délicat. Il faut que l'Afrique de l'Ouest, tout le monde s'entende pour faire un bloc sur ce problème. Si on n'arrive pas à faire un bloc, alors il faut négocier comment les choses peuvent se passer. La CEDEAO et l'Union africaine n'ont qu'à essayer de revoir leur façon de gérer. Quand on voit que c'est en train de... On ne laisse pas le feu dégénérer avant de venir éteindre. Dès que ça commence, on vient, on éteint. On essaie de calmer l'atmosphère, la population, qu'est-ce que vous voulez, vous réglez. Mais vous laissez, ça se gâte. Après, maintenant, vous venez condamner. Vous avez condamné qui? C'est nous-mêmes que vous avez condamné. Vous savez, mes frères là-bas. Pour développer cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype Siaka Koulibaly. Il est analyste politique et nous répond de Ouagadougou. Siaka Koulibaly, bonjour. Bonjour. Alors, le Burkina Faso est donc à son tour suspendu par la CEDEAO. L'organisation sous-régionale aurait donc privilégié l'action rapide, entendez la suspension, plutôt que le dialogue ou la recherche d'un compromis avant la junte. Qu'en pensez-vous? Oui, on considère que la décision de la CEDEAO est beaucoup plus raisonnable qu'elle ne l'a été pour le Mali et que cette fois-ci, la voie qui a été annoncée par la CEDEAO est celle qui pourrait ramener le pays vers l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Donc, ce que la CEDEAO a décidé, c'est de venir aux côtés du Burkina Faso, de discuter avec les Burkinabés, pas seulement la junte au pouvoir, mais avec d'autres composantes de la société burkinabé, et à partir de là, définir ensemble un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel normal. Il va prendre en considération les besoins actuels du pays, qui sont par exemple le retour de la sécurité. Donc je pense que là-dessus, c'est une bonne piste, en sachant que la suspension est la seule sanction qui est prévue par le protocole additionnel de la CEDEAO. Voilà. Dans sa première allocution à la nation, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est engagé au retour, vous le disiez, à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions seront réunies. Il a en outre rappelé que la sécurité du pays était l'une de ses priorités. Va-t-il arriver à bout de cette mission? Moi, je pense que oui, parce que ce sont les dysfonctionnements du domaine de la défense et de la sécurité qui ont entraîné le coup d'État. Il y avait des contradictions entre les différentes unités de l'armée et de la sécurité. Il y avait également des actes, des décisions politiques qui n'étaient pas suffisamment bien ajustées et qui faisaient que l'armée et les autres unités de défense subitaient beaucoup de défaites. Le fait que les militaires aient pris eux-mêmes la tête du pays actuellement, il y a des aspects d'organisation, des aspects de décisions rapides, des aspects de responsabilisation qui vont être résolus immédiatement et cela va amener au moins un équilibre entre les forces de défense et de sécurité et les groupes djihadistes, alors que par le passé, c'était les djihadistes qui avaient le dessus. Alors, très rapidement, si vous le pouvez, autre point important dans cette adresse, le lieutenant-colonel Damiba a déclaré que son pays avait plus que jamais besoin de partenaires. Qui sont ces partenaires du Burkina Faso dont on parle ici? C'est très clairement les institutions internationales, à commencer par la CEDEAO et les Nations Unies et l'Union européenne, qui sont enclines à condamner les processus comme les coups d'État et qui ont, dans le cas du Mali, poussé à prendre les décisions extrêmes que l'on a entendues. Donc, il fallait déjà que dans son discours, le chef de la junte adresse ses messages à ces institutions en leur disant de ne pas aller dans le même sens que pour le Mali, parce que l'intention ici
la volonté est de retourner le plus tôt possible à l'ordre constitutionnel normal. Alors, et que ce soit hier en Guinée, au Mali ou aujourd'hui au Burkina Faso, on observe que les juntes au pouvoir bénéficient d'un soutien massif des peuples. Comment expliquer cela en quelques mots? Pour la simple raison que les coups d'État que ces juntes-là ont perpétrés procèdent donc d'un délitement de la situation nationale, que ce soit sur le plan politique, le plan économique et sur le plan sécuritaire. Donc les populations sont très exaspérées contre les régimes qui ont été renversés, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, en sachant que pour la Guinée, en plus de la pauvreté générale, il y avait cette histoire du troisième mandat qui avait remonté plusieurs acteurs, plusieurs citoyens contre le président Alpha Condé. Donc, les militaires interviennent en quelque sorte comme des sauveurs et c'est comme ça qu'ils sont perçus par les populations. Siaka Koulibaly, merci pour votre disponibilité. Autre lieu, autre junte, allons au Tchad, où la junte au pouvoir a annoncé le report du dialogue national inclusif au 10 mai, un décalage qui pourrait permettre une prolongation de la transition. Cette décision a bien sûr provoqué plusieurs réactions en N'Djamena. Davantage avec Nesta Yamgoto. C'est officiel. Le dialogue national inclusif devrait encore attendre. L'annonce a été faite par le Premier ministre de transition, Pahimi Padaki Albert. En N'Djamena, ce report ne surprend guère, puisqu'envisagé depuis quelques jours par les internautes tchadiens. Un report de 3 mois qui sont sans effet dans le rang de la plateforme Wakitama. C'est la sincérité, comme je le dis, qui doit conditionner tout. S'ils sont sincères, eh bien nous arriverons à quelque chose. Or, au vu des actes qu'ils posent au quotidien, nous avons de quoi douter de leur sincérité. Et dans ce cas-là, un décalage, même 10, 100 ans plus tard, mais on aura un dialogue mais boiteux qui nous amènera toujours à la case de départ, avec d'autres Tchadiens qui voudront prendre les armes pour venir faire comme eux. Le chef du gouvernement de transition a justifié ces glissements par le report du pré-dialogue prévu le 27 février au Qatar, avec les politico-militaires. Pour le politologue Ngarlem Tolde Evaris, ces reports est sans grande conséquence sur la durée de transition de 18 mois. En principe, la transition ne peut commencer qu'avec le dialogue. C'est le dialogue qui va fixer le délai de la transition. Les participants vont décider de la mise en place de nouvelles institutions à travers une nouvelle charte de transition. Donc à travers de nouveaux dirigeants, donc un nouveau Premier ministre et pourquoi pas un nouveau président de transition. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon entendement, c'est une pré-transition. Donc c'est pendant la tenue du dialogue qu'on va asseoir les organes, disons les nouvelles institutions, y compris une nouvelle charte de transition. Et le délai courira à partir de là. À leur prise du pouvoir, le 20 avril 2021, les militaires ont annoncé une transition de 18 mois, renouvelable. Sur ces délais, 9 mois se sont déjà écoulés. Je suis Ernest Mouero à Bukavu pour VOA Afrique. Les dirigeants ukrainiens s'efforcent de calmer l'anxiété de la population alors que la menace d'une invasion russe continue donc de planer sur les plateformes de médias sociaux. Les Ukrainiens échangent des conseils sur la façon de se préparer à la guerre. Dans les rues de la capitale, Kiev, la vie continue normalement et beaucoup de gens hésitent à parler ouvertement des tensions. Ricardo Makira est sur place à Kiev. Son reportage est relaté ici par Gabi Dorsil. Un matin plutôt calme dans la capitale ukrainienne. Aucun signe qu'on est au cœur d'un pays sous intense pression et que des milliers de soldats russes sont massés à la frontière. Valentina, comme beaucoup d'autres habitants de Kiev, vainc à ses occupations, mais c'est loin d'être une journée typique. Sans doute cela nous affecte beaucoup, mais je crois fermement que notre cause est juste. Je crois en sa force, son avenir, et j'aime tellement mon pays que je demeure optimiste. Beaucoup de personnes interrogées pensent qu'une invasion russe à grande échelle de l'Ukraine est peu probable. Il n'y aura pas de guerre, car entre vouloir le faire et pouvoir le faire, il y a une grande différence. Ils n'ont pas l'énorme capacité économique nécessaire. Un optimisme pourtant éphémère. Il est rapidement éclipsé par les inquiétudes concernant une répétition de la guerre dans l'est du pays.
Je crois en un avenir sans guerre, car je suis une personne positive. Mais la situation est compliquée. J'essaie de ne pas trop y penser, ni de suivre les nouvelles. Mais de toute façon, à l'intérieur, je suis clairement inquiète. Kiev tente de continuer comme d'habitude, mais ce qui se passe dans ce pays retient l'attention du monde entier, une situation à laquelle les habitants veulent échapper dès que possible. Ici aux États-Unis, Joe Biden a confirmé jeudi qu'il nommerait pour la première fois de l'histoire une femme noire à la Cour suprême des États-Unis pour remplacer le juge démissionnaire Stephen Breyer. La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaires. Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême, a dit le président américain, dont c'était une promesse de campagne. Il est plus que temps, a-t-il estimé. Elle compte à l'heure, la Cour suprême actuelle, un Afro-Américain, le juge Clarence Thomas, très conservateur. Joe Biden a assuré n'avoir pas arrêté son choix qu'il veut dévoiler avant la fin du mois de février. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. Vous êtes sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 à universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Nous émettons en direct de Washington DC. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis dans le Monde aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la culture et c'est dans Culture Hebdo avec Roger Moutou. L'écrivain, poète et dramaturge René de Obaldia est mort jeudi à l'âge de 103 ans, a annoncé l'Académie française dont il était le doyen, membre depuis 1999. Né en 1918 à Hong Kong, il était poète et dramaturge et avait publié peu avant d'atteindre ses 100 ans Perles de vie, édition Grasset, où il relevait le proverbe « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune ». Les circonstances du décès ne sont pas connues. Fils d'une Française et d'un Panaméen, diplomate dans la cité chinoise sous contrôle britannique, qui n'a pas connu son père, que sa mère a rapidement quitté après sa naissance pour rentrer en France. Il a grandi à Amiens, dans la région de sa mère, puis à Paris, où il a très tôt démontré ses aptitudes littéraires. Prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient ensuite un écrivain touche-à-tout, d'un humour mordant, cultivant le détachement. La mort de René de Obaldia laisse vacant aussi des 40 sièges à l'Académie française. L'un d'eux doit être pourvu lors d'une sélection prévue le 17 février. L'artiste burkinabé, l'enfant humble, est né en 1995 en Côte d'Ivoire, dans la région du Go, précisément à Driboou. Après son baccalauréat en 2016, il décida de rentrer dans son pays pour des études universitaires en linguistique. Il était notre invité cette semaine dans RM Show. Suivons un petit bout. Entre artistes, on doit s'entraider. Au Burkina, il y a la solidarité, c'est vrai. Quand il y a un concert, tout est guichet fermé. Et sans oublier, je vais citer le grand prince Marty, qui a fait le guichet fermé du stade municipal la dernière fois. Et il y a plein de gens, les Amsi, Kayaoto. Je suis très heureux et je suis très content de parler d'eux. Parce que moi, je n'ai jamais rêvé de devenir artiste aujourd'hui. Je suis devenu un artiste. C'est parce que j'ai manié la langue de Molière. J'aime le rap tellement. En style, c'est le rap. Et
j'aime l'amour. L'amour, je chante l'amour. Ah oui, l'amour, nous en avons tous besoin avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, l'enfant humble. Et parlons un peu de la situation aussi dans votre pays. D'abord, comment vous allez, comment ça se passe là-bas chez vous en ce moment? Parce qu'on a tous suivi ici sur VOA Afrique le coup d'État qui s'est déroulé chez vous, qui avait commencé d'ailleurs le 23 janvier par une mutinerie de soldats et finalement avec la prise de pouvoir par les militaires qui ont renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Comment la situation se déroule en ce moment au Burkina Faso? Depuis qu'il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, et ils ont annoncé à la télévision nationale que Roch-Marc Christian n'est plus le président du Burkina Faso, nous sommes pluridimensionnels et nous incarnons, disons, plusieurs rôles dans la société. Et nous sommes là, voilà, tout sincèrement, et on essaie de mobiliser tout un chacun, et de garder le calme. Et je pense que ce calme ne fait que persister depuis que la situation s'est passée. Jusqu'aujourd'hui, tout se passe très bien. Et il n'y a pas de violence au Burkina Faso. Tout se passe très bien au Burkina. Nous vaquons à nos occupations comme se doit. Même ce matin, j'étais au service. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview sur notre site www.voafrica.com. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VOA Afrique. Merci Roger, bon week-end à vous également. Nous retrouvons à présent Yacouba Ouedraogo pour le journal de la CAN. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Alors c'est un week-end décisif pour les pays qualifiés pour les quarts de finale de la CAN. Tout à fait. Aujourd'hui est un jour de repos avant le début demain des quarts de finale. Sur les 8 pays encore en lice, seuls 4 verront les demi-finales et poursuivront ainsi leur rêve de trophée continental. Je vous le rappelle, on aura demain samedi le remake des quarts de finale de 1998 et 2017, Burkina Faso-Tunisie, suivi du match Cameroun-Gambie dimanche. C'est un choc de lions. Les Sénégalais de la Teranga feront face aux lions marocains de l'Atlas. Après cela, les pharaons égyptiens voudront mettre fin au rêve du Stalang national de la Guinée équatoriale. Souvenez-vous, hier, nous avons fait un focus sur les outsiders de ces quarts de finale. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur ces équipes dites grandes, encore en liste dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez. Entre coups d'éclat contre le Burkina Faso en ouverture de la CAN, confirmation contre l'Éthiopie battue 4-1 et doute face au Cap-Vert 1-1, en poule, le Cameroun a peiné pour venir à bout d'une équipe comorienne diminuée par 12 cas de Covid-19 et dont les poteaux ont été gardés par un joueur de champ. En quart samedi, face au modeste mais vaillant Gambien, il faudra mieux faire pour espérer poursuivre la compétition à domicile. Les Lions indomptables, plus que jamais favoris sur papier, le savent, les Scorpions ne leur feront pas de cadeau. Eux aussi endossent désormais le costume de favori, après avoir souffert pourtant en phase de groupe, attendant jusqu'à la dernière journée pour se qualifier pour le tour suivant. Les pharaons d'Égypte ont réussi à faire le plein de confiance en 8e, écartant les éléphants de Côte d'Ivoire au tir au but dans un match très tactique face à la Guinée équatoriale dimanche. Mohamed Salah et ses équipiers auront la tâche difficile car les Équato-Guinéens sont beaucoup plus disciplinés et très agressifs dans la récupération du ballon, des atouts qu'ont aussi les Égyptiens et qui leur ont permis de tenir face aux Ivoiriens. Je pense que le point clé de notre réussite aujourd'hui a été la discipline d'équipe, l'organisation d'équipe que nous avons développée pendant le match. Pendant 90 minutes, nous avons été concentrés à chaque moment du match. Les joueurs égyptiens étaient présents tout le temps dans les espaces, dans le marquage, dans les mouvements. Sénégal-Maroc dimanche, où le choc des Lions, les Lions de l'Atlas, poursuivent un deuxième sacre depuis leur premier titre en 1976. Pour le moment, ils réussissent leur compétition, s'étant qualifiés pour les matchs couperets, après 2 victoires en 2 rencontres en poule et dominant le Malawi en 8e. Leur force, leur collectif, mais aussi leur individualité, comme le latéral gauche très offensif Achraf Hakimi, l'arme fatale marocaine sur les coups de pied arrêtés. On fait notre schéma tranquillement, sans beaucoup de parler, son adjectif superlatif de Maroc, mais maintenant on est déterminé à tenter la chose et aller peut-être jusqu'au bout. Les Marocains vont devoir une fois de plus sortir le grand jeu face aux vice-champions en titre, les Sénégalais.
Après des débuts difficiles, les poulains du coach Aliou Cissé ont retrouvé de l'efficacité en 8e face au Cap-Vert battu 2-0. Sadio Mané et ses camarades gardent sans doute en mémoire l'exigence de leur président Macky Sall qui estime que le Sénégal, premier au classement FIFA Zone Afrique, attend fermement son premier trophée continental. Pour continuer de rêver, il faudra d'abord lever l'obstacle marocain, une mission a priori difficile. Par 2 fois, ils ont rencontré le Burkina Faso en quart de finale d'une CAN en 1998 et en 2017. Par 2 fois, ils ont été battus par les étalons. Cette fois-ci, les Aigles tunisiens de Carthage, à mi-chemin entre le titre d'outsider et celui de favori, comptent vaincre le cygne indien. On va affronter une belle équipe du Burkina Faso qui a de belles individualités, qui collectivement est solide, qu'on prendra surtout pas à la légère. Et voilà, je pense que si on met les mêmes ingrédients que contre le match du Nigeria, on sera capable de se qualifier. La vérité du rectangle vert nous le dira ce week-end. On referme cette page du journal de la CAN, mais nous ouvrons une autre, celle consacrée aux arts martiaux mixtes MMA. Souvenez-vous, samedi dernier à Anaheim, en Californie, ici aux États-Unis, le Camerounais Francis Ngannou est sorti vainqueur du choc des titans organisé par la prestigieuse Ligue mondiale d'arts martiaux mixtes. Il a conservé son titre de champion du monde UFC des lourds aux dépens du Français Cyril Gane. Une victoire que son village natal de Batié, où il est adulé, est impatient de célébrer avec lui. Suivez. Le roc qui fait la fierté du Cameroun, c'est lui. Francis Ngannou pose en costume vert et cravate jaune, clin d'œil au drapeau de son pays, après avoir conservé son titre de champion du monde des lourds de l'UFC. En battant le Français Cyril Gane, Predator a montré qu'il est toujours le plus fort. J'étais le champion, je suis le champion et je reste le champion. Indépendamment de tout ce qu'on raconte, au final, le boss, c'est moi et je l'ai prouvé ce soir. Un champion né dans la pauvreté qui ne rêvait que de boxer. En 2012, il prend le chemin de l'exil, tente 7 fois la traversée de la Méditerranée, passe 2 fois en prison en Espagne avant de débarquer à Paris, sans papier, sans argent. 10 ans plus tard, l'ex sans-abri vit dans une villa à Los Angeles et gagne près de 500 000 € par combat. Ce destin extraordinaire lui vaut d'être adulé dans son village natal de Batié, dans l'ouest du Cameroun. Ici, les habitants en sont fiers. C'est ici que Ngannou Francis buvait de l'eau pour être plus fort, comme vous voyez là. Pour avoir les 1,95 m, c'est à cause de la source qu'il a bu pour avoir les 1,95 m là. Mais il était même plus fort, comme vous voyez là. Adolescent, Francis Ngannou utilise sa force dans ses carrières. Il ramasse du sable qu'il charge dans des camions. Comme de nombreux jeunes du pays, il doit travailler pour gagner un peu d'argent et payer sa scolarité. Le muscle qu'il affichait à ses 17 ans n'était pas... C'était terrible. Et lui-même disait, je serai champion du monde. Lui-même, Francis Ngannou disait, je serai champion du monde. Et il en est ainsi aujourd'hui. Ça fait vraiment notre fierté. Sur les hauteurs de Batié, Francis Ngannou a fait construire une fondation en 2019 pour permettre aux jeunes du pays de s'entraîner et surtout leur donner une chance de croire en eux. Depuis que notre champion, Francis Ngannou, nous a fait faveur et ouvert un club, bon, ça nous a lancé. Bon, j'ai préféré me lancer là-dedans et chercher à faire comment il peut faire pour s'évoluer. Batié n'attend plus qu'une chose maintenant, le prochain retour au pays de son enfant béni pour célébrer avec lui son nouveau titre. En mai dernier, ils étaient plus de 2000 à être venus accueillir leur demi-dieu victorieux. Voilà, c'est ici que se referme définitivement à cette page sportive. On se retrouve lundi pour le point des pays qualifiés pour les demi-finales de la CAN. Au revoir. Au revoir Yacouba, le monde aujourd'hui stop et fin. Passez un excellent week-end et bonne chance à ceux qui vont jouer ce week-end.